Boris Vian, L'écume des jours, chapitres 51 à 55. Chapitre 51. Colin cheminait péniblement le long de la route. Elle s'enfonçait, de biais, entre des levées de terre surmontées de dômes de verre qui prenaient, au jour, un éclat glauque et incertain. De temps à autre, il levait la tête et lisait les plaques pour s'assurer qu'il avait pris la bonne direction et il voyait alors le ciel, rayé transversalement de marron sale et de bleu. Loin devant lui, il pouvait apercevoir, au-dessus des talus, les cheminées alignées de la serre principale. Il avait, dans sa poche, le journal dans lequel on demandait des hommes de 20 à 30 ans, pour préparer la défense du pays. Il marchait le plus vite possible, mais ses pieds enfonçaient dans la terre chaude, qui, partout, reprenait lentement possession des constructions et de la route. On ne voyait pas de plantes. Surtout de la terre, en blocs uniformes, amoncelés des deux côtés, formant des remblais rapides en équilibre instable, et, parfois, une lourde masse oscillait, roulait le long du talus, et s'abattait mollement sur la surface du chemin. À certains endroits, les remblais s'abaissaient et Colin distinguait, à travers les vitres troubles des dômes, des formes bleues sombres, qui s'agitaient vaguement sur un fond plus clair. Il pressa le pas, arrachant ses pieds des trous qu'ils formaient dans le sol. La terre se resserrait aussitôt comme un muscle circulaire, et il ne subsistait plus qu'une faible dépression, à peine marquée. Elle s'effaçait presque immédiatement. Les cheminées se rapprochaient. Colin sentait son cœur virer dans sa poitrine comme une bête enragée. Il serra le journal à travers l'étoffe de sa poche. Le sol glissait et se dérobait sous ses pieds, mais il enfonçait moins et la route durcissait perceptiblement. Il aperçut la première cheminée près de lui, fichée en terre comme un pal. Des oiseaux foncés tournaient autour du sommet d'où s'échappait une mince fumée verte. À la base de la cheminée, un renflement arrondi assurait sa stabilité. Les bâtiments commençaient un peu plus loin. Il n'y avait qu'une porte. Il entra, gratta ses pieds sur une grille luisante aux lames acérées et suivit un couloir bas, bordé par des lampes à lumière pulsée. Le carrelage était de briques rouges, et la partie supérieure des murs était, ainsi que le plafond, garni de plaques de verre de plusieurs centimètres d'épaisseur, à travers lesquelles on entrevoyait des masses sombres et immobiles. Tout au bout du couloir, il y avait une porte. Elle portait le numéro indiqué dans le journal, et il entra sans frapper, comme le recommandait l'annonce. Un vieil homme en blouse blanche, les cheveux embroussaillés, lisait un manuel derrière son bureau. Des armes variées pendaient au mur, des jumelles brillantes, des fusils à feu, des lance-morts de divers calibres, et une collection complète d'arrache-cœurs de toutes les tailles. « Bonjour, monsieur, dit Colin. « Bonjour, monsieur, dit l'homme. Sa voix était cassée et épaissie par l'âge. « Je viens pour l'annonce, dit Colin. « Ah, dit l'homme. Voilà un mois qu'elle passe sans résultat. C'est un travail assez dur, vous savez. » « Oui, dit Colin, mais c'est bien payé. »« Mon Dieu, dit l'homme. Cela vous use, voyez-vous, et cela ne vaut peut-être pas le prix, mais ce n'est pas à moi de dénigrer mon administration. D'ailleurs, vous voyez que je suis encore en vie. »« Vous travaillez depuis longtemps, dit Colin. »« Un AN, dit l'homme. J'ai 29 ans. » Il passa une main ridée et tremblante à travers les plis de son visage. « Et maintenant, je suis arrivé, voyez-vous, je peux rester à mon bureau et lire le manuel toute la journée. J'ai besoin d'argent, dit Colin. »« Cela est fréquent, dit l'homme, mais le travail vous rend philosophe. Au bout de 3 mois, vous en aurez moins besoin. »« C'est pour soigner ma femme, dit Colin. »« Ah. Oui, dit l'homme. Elle est malade, expliqua Colin. »« Je n'aime pas le travail. »« Je regrette pour vous, dit l'homme. Quand une femme est malade, elle n'est plus bonne à rien. »« Je l'aime, dit Colin. »« Sans doute, dit l'homme. Sans ça vous ne voudriez pas travailler. Je vais vous indiquer votre poste. C'est à l'étage au-dessus. » Il guida Colin à travers des passages nets aux voûtes surbaissées et des escaliers de briques rouges, jusqu'à une porte, voisine d'autres portes, qui était marquée d'un symbole. « Voilà, dit l'homme.
Entrez, je vais vous expliquer le travail. Colin entra. La pièce était petite, carrée. Les murs et le sol étaient de verre. Sur le sol, reposait un gros massif de terre en forme de cercueil, mais très épais, 1 mètre au moins. Une lourde couverture de laine était roulée à côté par terre. Aucun meuble. Une petite niche, pratiquée dans le mur, renfermait un coffret de fer bleu. L'homme alla vers le coffret et l'ouvrit. Il en retira 12 objets brillants et cylindriques avec un trou au milieu, minuscule. La terre est stérile, vous savez ce que c'est, dit l'homme, il faut des matières de premier choix pour la défense du pays. Mais, pour que les canons de fusil poussent régulièrement, et sans distorsion, on a constaté, depuis longtemps, qu'il faut de la chaleur humaine. Pour toutes les armes, c'est vrai, d'ailleurs. Oui, dit Colin. Vous pratiquez 12 petits trous dans la terre, dit l'homme, répartis au milieu du cœur et du foie, et vous vous étendez sur la terre après vous être déshabillé. Vous vous recouvrez avec l'étoffe de laine stérile qui est là, et vous vous arrangez pour dégager une chaleur parfaitement régulière. Il eut un rire cassé et se tapa la cuisse droite. J'en faisais 14 les 20 premiers jours de chaque mois. Ah! J'étais fort. Alors, demanda Colin. Alors vous restez comme ça 24 heures, et au bout de 24 heures, les canons de fusil ont poussé. On vient les retirer. On arrose la terre d'huile et vous recommencez. Ils poussent vers le bas, dit Colin. Oui, c'est éclairé en dessous, dit l'homme. Ils ont un phototropisme positif, mais ils poussent vers le bas parce qu'ils sont plus lourds que la terre, alors on éclaire surtout en dessous pour ne pas qu'il y ait de distorsion. Et les rayures, dit Colin. Ceux de cette espèce-là poussent tout rayés, dit l'homme. Ce sont des graines sélectionnées. À quoi servent les cheminées, demanda Colin. C'est pour l'aération, dit l'homme, et la stérilisation des couvertures et des bâtiments. Ce n'est pas la peine de prendre des précautions spéciales car c'est fait très énergiquement. Ça ne marche pas avec une chaleur artificielle, dit Colin. Mal, dit l'homme. Il leur faut la chaleur humaine pour bien grandir. Vous employez des femmes, dit Colin. Elles ne peuvent pas faire le travail, dit l'homme. Elles n'ont pas la poitrine assez plate pour que la chaleur se répartisse bien. Je vais vous laisser travailler. Je gagnerai bien 10 doublons par jour, dit Colin. Certainement, dit l'homme, et une prime si vous dépassez 12 canons. Il quitta la pièce et ferma la porte. Colin tenait les 12 graines dans sa main. Il les posa à côté de lui et commença à se déshabiller. Il avait les yeux fermés et ses lèvres tremblaient de temps en temps. Moins. Chapitre 52. Je ne sais pas ce qui se passe, dit l'homme, cela marchait bien au début. Mais, avec les derniers, nous ne pourrons faire que des armes spéciales. Vous allez me payer tout de même? Demanda Colin inquiet. Il devait toucher 70 doublons et une prime de 10 doublons. Il avait fait de son mieux, mais le contrôle des canons révélait certaines anomalies. Voyez vous-même, dit l'homme. Il tenait un des canons devant lui et montrait à Colin l'extrémité évasée. Je ne comprends pas, dit Colin. Les premiers étaient parfaitement cylindriques. Bien entendu, on peut les utiliser à faire des tromblons à feu, dit l'homme, mais c'est le modèle d'il y a 5 guerres et nous en possédons déjà un gros stock. C'est ennuyeux. Je fais de mon mieux, dit Colin. Certainement, dit l'homme. Je vais vous donner vos 80 doublons. Il prit, dans le tiroir de son bureau, une enveloppe cachetée. Je l'ai fait porter ici pour vous éviter d'aller au service de paiement, dit-il, cela prend quelquefois des mois pour obtenir son argent et vous aviez l'air pressé. Je vous remercie, dit Colin. Je n'ai pas encore examiné votre production d'hier, dit l'homme. Elle va arriver tout de suite. Vous ne voulez pas attendre un instant. Sa voix chevrotante et boiteuse était une souffrance pour les oreilles de Colin. Je vais attendre, dit-il. Voyez-vous, dit l'homme, nous sommes forcés de faire très attention à ces détails, parce qu'un fusil doit, tout de même, être pareil à un autre fusil, même s'il n'y a pas de cartouche. Oui, dit Colin.
Il n'y a pas souvent de cartouches, dit l'homme, on est en retard sur les programmes de cartouches, on en a de grandes réserves pour un modèle de fusil qu'on ne fabrique plus, mais on n'a pas reçu l'ordre d'en faire pour les nouveaux fusils, alors, on ne peut pas s'en servir. Ça ne fait rien, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un fusil contre une machine à roues? Les ennemis fabriquent une machine à roues pour 2 fusils que nous faisons. Alors, nous avons la supériorité du nombre. Mais une machine à roues ne se soucie pas d'un fusil ou même de 10 fusils, surtout sans cartouche. On ne fabrique pas de machine à roues, ici, demanda Colin. Si, dit l'homme, mais on finit à peine le programme de la dernière guerre, alors elles ne marchent pas bien et il faut les démolir, et, comme elles sont très solidement construites, cela prend beaucoup de temps. On tapa à la porte, et un manutentionnaire parut, poussant devant lui un chariot blanc stérilisé. Sous un linge blanc, il y avait la production de Colin pour le dernier jour. Le linge se soulevait à l'un des bouts. Cela n'aurait pas dû se produire avec des canons bien cylindriques et Colin se sentit inquiet. Le manutentionnaire sortit en fermant la porte. Ah! Dit l'homme. Ça n'a pas l'air de s'être arrangé? Il souleva le linge. Il y avait 12 canons d'acier bleu et froid, et, au bout de chacun, une jolie rose blanche s'épanouissait, fraîche et ombrée de beige au creux des pétales veloutés. Oh! Murmura Colin. Qu'elles sont belles! L'homme ne disait rien. Il toussa 2 fois. Ça ne sera donc pas la peine de reprendre votre travail demain, dit-il hésitant. Ses doigts s'accrochaient nerveusement au bord du chariot. Est-ce que je peux les prendre, dit Colin. Pour Chloé. Elles vont mourir, dit l'homme, si vous les détachez de l'acier. Elles sont en acier, vous savez. Ce n'est pas possible, dit Colin. Il prit délicatement une rose et tenta de briser la tige. Il fit un faux mouvement et l'un des pétales lui déchira la main sur plusieurs centimètres de long. Sa main saignait, à lente pulsation, de grosses gorgées de sang sombre qu'il avalait machinalement. Il regardait le pétale blanc marqué d'un croissant rouge et l'homme lui tapa sur l'épaule et le poussa doucement vers la porte. Moins. Chapitre 53. Chloé dormait. Dans la journée, le nénuphar lui prêtait la belle couleur crème de sa peau, mais, pendant son sommeil, ce n'était pas la peine et les taches rouges de ses joues revenaient. Ses yeux faisaient 2 marques bleutées sous son front, et, de loin, on ne savait pas s'il était ouvert. Colin était assis sur une chaise dans la salle à manger, et il attendait. Il y avait beaucoup de fleurs autour de Chloé. Il pouvait encore attendre quelques heures avant de rechercher un autre travail. Il voulait se reposer pour faire bonne impression et prendre un emploi vraiment rémunérateur. Il faisait presque noir dans la pièce. La fenêtre s'était fermée jusqu'à 10 cm de l'appui et le jour n'entrait plus qu'en une bande étroite. Il avait juste le front et les yeux éclairés. Le reste de sa figure vivait dans l'ombre. Son pick-up ne marchait plus, il fallait maintenant le remonter à la main pour chaque disque et ça le fatiguait. Les disques suaient aussi. Maintenant, pour certains, on reconnaissait même difficilement la mélodie. Il pensait que si Chloé avait besoin de quelque chose, la souris viendrait l'avertir tout de suite. Est-ce que Nicolas épouserait Isis? Quelle robe mettrait Isis pour son mariage? Qui sonnait à la porte? Bonjour, Alice, dit Colin. Tu viens voir Chloé? Non, dit Alice. Je viens seulement. Il pouvait rester dans la salle à manger. Avec les cheveux d'Alice, il y faisait plus clair. Il y restait 2 chaises. Tu t'ennuyais, dit Colin. Je sais ce que c'est. Chic est là, dit Alice. Il est chez lui. Tu dois rapporter quelque chose, expliqua Colin. Non, dit Alice, je dois rester ailleurs. Oui, dit Colin. Il est en train de repeindre. Non, dit Alice. Il a tous ses livres, mais il ne veut plus de moi. Tu lui as fait une scène, dit Colin. Non, dit Alice. Il a mal compris ce que tu lui as dit, mais quand il ne sera plus en colère, tu lui expliqueras.
Il m'a simplement dit qu'il n'avait plus que juste assez de doubleson pour faire relier son dernier livre en peau de néant, dit Alice, et qu'il ne pouvait plus supporter de me garder avec lui parce qu'il ne pouvait rien me donner, et je deviendrais laide avec les mains abîmées. Il a raison, dit Colin. Tu ne dois pas travailler. Mais j'aime Chick, dit Alice. J'aurais travaillé pour lui. Ça ne sert à rien, dit Colin. D'ailleurs tu ne peux pas, tu es trop jolie. Pourquoi m'a-t-il mise à la porte, dit Alice. J'étais vraiment très jolie. Je ne sais pas, dit Colin, mais moi j'aime beaucoup tes cheveux et ta figure. Regarde, dit Alice. Elle se leva, tira le petit anneau de sa fermeture et la robe tomba par terre. C'était une robe de laine claire? Oui. Dit Colin. Il faisait très clair dans la pièce et Colin voyait Alice tout entière. Ses seins paraissaient prêts à s'envoler et les longs muscles de ses jambes déliées, à toucher, étaient fermes et chauds. Je peux embrasser, dit Colin. Oui, dit Alice. Je t'aime bien. Tu vas avoir froid, dit Colin. Elle s'approcha de lui. Elle s'assit sur ses genoux et ses yeux se mirent à pleurer sans bruit. Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus de moi? Colin la berçait doucement. Il ne comprend pas. Tu sais, Alice, c'est un bon garçon, pourtant. Il m'aimait beaucoup, dit Alice. Il croyait que les livres accepteraient de partager. Mais ça ne se peut pas. Tu vas avoir froid, dit Colin. Il l'embrassait et lui caressait les cheveux. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas rencontré d'abord, dit Alice. Je t'aurais aimé autant, mais, maintenant, je ne peux pas. C'est lui que j'aime. Je sais bien, dit Colin. J'aime mieux Chloé aussi, maintenant. Il la fit lever et ramassa sa robe. Remets-la, ma chatte, dit-il. Tu vas avoir froid. Non, dit Alice. Et puis, ça ne fait rien. Elle se rhabilla machinalement. Je ne voudrais pas que tu sois triste, dit Colin. Tu es gentil, dit Alice, mais je suis très triste. Je crois que je vais pouvoir faire quelque chose pour Chick, tout de même. Tu vas aller chez tes parents, dit Colin. Ils voudraient peut-être te voir, ou chez Isis. Chick ne sera pas là-bas, dit Alice. Je n'ai pas besoin d'être chez personne si Chick ne vient pas. Il viendra, dit Colin. J'irai le voir. Non, dit Alice. On ne peut plus entrer chez lui. C'est toujours fermé à clé. Je le verrai tout de même, dit Colin. Ou alors, il viendra me voir. Je ne crois pas, dit Alice. Ce n'est plus le même Chick. Mais si, dit Colin. Les gens ne changent pas. Ce sont les choses qui changent. Je ne sais pas, dit Alice. Je vais t'accompagner, dit Colin. Je dois aller chercher du travail. Je ne vais pas par là, dit Alice. Je vais t'accompagner pour descendre, dit Colin. Elle était en face de lui. Colin posa les deux mains sur les épaules d'Alice. Il sentait la chaleur de son cou et les cheveux doux et frisés près de sa peau. Il suivit le corps d'Alice avec ses mains. Elle ne pleurait plus. Elle n'avait pas l'air d'être là. Je ne voudrais pas que tu fasses des bêtises, dit Colin. Oh, dit Alice. Je ne ferai pas de bêtises. Reviens me voir, dit Colin, si tu t'ennuies. Peut-être je reviendrai te voir, dit Alice. Elle regardait à l'intérieur. Colin la prit par la main. Ils descendirent l'escalier. Ils glissaient, de temps à autre, sur les marches humides. En bas, Colin lui dit au revoir. Elle resta debout et le regarda sans aller. Moins. Chapitre 54. Le dernier était juste revenu de chez le relieur et Chick le caressait avant de le replacer dans son emboîtement. Il était recouvert de peau de néant, épaisse et verte, le nom de Partre se détachait en lettres creuses sur la reliure. Sur une seule étagère, Chick avait toute l'édition normale, et toutes les variantes, les manuscrits, les premiers tirages, les pages spéciales occupaient des niches particulières dans l'épaisseur du mur. Chick soupira. Alice l'avait quitté le matin.
Il était forcé de lui dire de partir. Il lui restait un doubleson et un morceau de fromage et ses robes le gênaient dans l'armoire pour accrocher les vieux habits de partre que le libraire lui procurait par miracle. Il ne se rappelait pas quel jour il l'avait embrassée pour la dernière fois. Il ne pouvait plus perdre son temps à l'embrasser. Il lui fallait réparer son pick-up pour apprendre par cœur le texte des conférences de Partre. Si il venait à casser les disques, il devait pouvoir conserver le texte. Tous les livres de Partre étaient là, tous les livres publiés. Les reliures luxueuses soigneusement protégées par des étuis de cuir, les fers dorés, les exemplaires précieux à grande marge bleue, les tirages limités sur Tumouches ou Vergès-Saint-Orix, un mur entier leur était réservé, divisé en douillettes alvéoles garnies de peau de velours. Chaque œuvre occupait un alvéole. Garnissant le mur opposé, rangés en piles brochées, les articles de Partre, extraits avec ferveur des revues, des journaux, des périodiques innombrables qu'il daignait favoriser de sa féconde collaboration. Chick passa la main sur son front. Il y avait combien de temps qu'Alice vivait avec lui? Les doublesons de Colin devaient servir à l'épouser, mais elle n'y tenait pas tant. Elle se contentait de l'attendre, et se contentait d'être avec lui, mais on ne peut pas accepter cela d'une femme, qu'elle reste avec vous simplement parce qu'elle vous aime. Il l'aimait aussi. Il ne pouvait admettre de la laisser perdre son temps puisqu'elle ne s'intéressait plus à Partre. Comment ne pas s'intéresser à un homme comme Partre? Capable d'écrire n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, et avec quelle précision. Sûrement, Partre mettrait moins d'un an à réaliser son encyclopédie de la nausée, et la duchesse de Beauvoir collaborerait à ce travail, et il y aurait des manuscrits extraordinaires. Il fallait, d'ici là, gagner assez de doublesons pour tenir et mettre en réserve au moins un acompte à donner au libraire. Chick n'avait pas payé ses impôts. Mais la somme des impôts lui était plus utile sous la forme d'un exemplaire du Trou de Sainte-Colombe. Alice aurait mieux aimé que Chick employât les doublesons à payer les impôts, elle lui proposait même de vendre quelque chose à elle pour cela. Il avait accepté, et cela fit juste le prix d'une reliure pour le Trou de Sainte-Colombe. Alice se passait très bien de son collier. Il hésitait à rouvrir la porte. Peut-être était-elle derrière à attendre qu'il tournât la clé. Il ne le pensait pas. Ses pas, dans l'escalier, résonnaient comme un petit martèlement décroissant. Elle pourrait retourner chez ses parents et reprendre ses études. Après tout, cela ne faisait qu'un léger retard. On peut rattraper rapidement les cours qu'on a manqués. Mais Alice ne travaillait plus guère. Elle s'occupait trop des affaires de Chick et de lui faire à manger et de repasser sa cravate. Les impôts, après tout, ne seraient pas payés du tout. Est-ce qu'il y a des exemples qu'on vienne vous relancer à domicile parce qu'on n'a pas payé ses impôts? Cela n'arrive pas. On peut verser un acompte, un doubleson et puis, on vous laisse tranquille, et on n'en parle plus pendant quelque temps. Un type comme Partre payait-il ses impôts? C'est probable, et après tout, est-ce que, du point de vue moral, il est recommandable de payer ses impôts, pour avoir, en contrepartie, le droit de se faire saisir, parce que d'autres paient des impôts qui servent à entretenir la police et les hauts fonctionnaires. C'est un cercle vicieux à briser, que personne n'en paie plus pendant assez longtemps et les fonctionnaires mourront tous de consomption et la guerre n'existera plus. Chick souleva le couvercle de son pick-up à 2 plateaux et mit 2 disques différents de Jean-Saul Partre. Il voulait les écouter tous les deux en même temps, pour faire jaillir des idées nouvelles du choc de 2 idées anciennes. Il se plaça à égale distance des 2 haut-parleurs, afin que sa tête se trouve juste à l'endroit où ce choc aurait lieu, et conserve, automatiquement, les résultats de l'impact. Les aiguilles firent un crachement sur l'escargot du début et se logèrent au creux du sillon, et les mots de Partre retentirent dans le cerveau de Chick. De sa place, il regardait par la fenêtre, et constata que des fumées s'élevaient çà et là, sur les toits, en grosses volutes bleues, colorées de rouge par-dessous, comme des fumées de papier. Il voyait machinalement le rouge gagner sur le bleu, et les mots s'entrechoquaient avec de grandes lueurs, ouvrant à sa fatigue un champ de repos doux comme de la mousse au mois de mai. Chapitre 55.
Le sénéchal de la police tira son sifflet de sa poche et s'en servit pour taper sur un énorme gong péruvien qui pendait derrière lui. On entendit une galopade de bottes ferrées à tous les étages, le bruit de chutes successives, et, par le toboggan, 6 de ses meilleurs agents d'armes firent irruption dans son bureau. Ils se relevèrent, tapèrent sur leurs fesses pour enlever la poussière et se mirent au garde accent grave. Vous, Douglas? Appela le sénéchal. Présent, répondit le premier agent d'armes. Douglas? Répéta le sénéchal. Présent? Dit le second. L'appel se poursuivit. Le sénéchal de la police ne pouvait se souvenir du nom de tous ces hommes et Douglas était un générique traditionnel. Mission spéciale. Ordonna-t-il. Du même geste, les 6 agents d'armes posèrent la main sur la poche fessière pour signifier qu'il était muni de leur égalisateur à 12 giclées. Je dirige personnellement. Souligna le sénéchal. Il frappa violemment le gong. La porte s'ouvrit et un secrétaire apparut. Je pars, annonça le sénéchal. Mission spéciale. Bloc noté. Le secrétaire saisit son bloc et son crayon et se mit dans la position d'enregistrement réglementaire numéro 6. Recouvrement d'impôts chez le sieur Tchik, avec saisie préalable, dicta son chef. Passage à tabac de contrebande et blâme sévère. Saisie totale ou même partielle compliquée de violation de domicile. Noté, dit le secrétaire. En route, Douglas, commanda le sénéchal de la police. Il se leva et prit la tête de l'escadrille, qui démarra pesamment en imitant, avec ses 12 pieds, le vol du coucou à gaufres. Les 6 hommes étaient vêtus d'une combinaison collante de cuir noir, blindée sur la poitrine et aux épaules, et leur casque en acier noirci, de forme serre-tête, descendait bas sur la nuque et protégeait les tempes et le front. Tous portaient des bottes lourdes et métalliques. Le sénéchal avait une tenue analogue, mais de cuir rouge, et 2 étoiles d'or brillaient sur ses épaules. Les égalisateurs gonflaient les poches arrière de ses acolytes, il tenait à la main une petite matraque d'or et une lourde grenade dorée pendait à sa ceinture. Ils descendirent l'escalier d'honneur et la sentinelle se mit au camp accent grave soit tandis que le sénéchal levait la main vers son casque. Une voiture spéciale attendait à la porte. Le sénéchal s'assit à l'arrière, tout seul, et les 6 agents d'armes se rangèrent sur les marchepieds débordants, les 2 plus gros d'un côté et les 4 maigres de l'autre. Le conducteur portait aussi une combinaison de cuir noir, mais pas de casque. Il démarra. La voiture n'avait pas de roues, mais une multitude de pieds vibratiles, de telle sorte que les projectiles perdus ne risquaient pas de crever les pneus. Les pieds renaclèrent sur le sol et le conducteur vira court à la première bifurcation. À l'intérieur, on avait l'impression d'être sur la crête d'une vague qui crève. Moins.